Bonjour, donc j'avais l'intention de vous faire un cours sur le bus de terrain, surtout par rapport au sujet 2018 et 2019, le sujet 2019 de Polynésie. Donc le bus de terrain, donc en fait c'est un réseau local, bon plutôt industriel, reliant différents types d'appareils d'automatisme. Donc nous permet par exemple d'avoir des appareils spécifiques pour les entrées-sorties pour qu'ils les gèrent et après ils viennent communiquer avec l'automate, d'avoir des capteurs, des actionneurs, des automates programmables qui peuvent communiquer avec les variateurs et puis aussi les terminaux IHM, c'est là où vous tapez les chiffres, etc. sur un écran. L'intérêt principal. Alors à gauche, vous avez des boucles qu'on appelle 420 milli. Donc vous les retrouvez à cet endroit ici, 420 milli. Et pour chaque appareil, pour chaque capteur ou chaque actionneur, vous avez un câble. Avec une réalisation type bus de terrain, vous avez un seul câble qui se promène et qui vient aller de participant à participant. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup moins de câblage. Donc vous réduisez, pour les avantages, vous réduisez massivement le câblage, un seul câble. Vous réduisez le temps d'installation. Vous réduisez aussi les erreurs de montage parce que tout est déjà préconfectionné. C'est vachement fiable et vous avez beaucoup de flexibilité parce que si vous allez vouloir en rajouter un, il suffit de percer le câble avec un picot qui est tout intégré sur l'appareil. Alors l'inconvénient, ça nécessite des compétences surtout pour tout ce qui est configuration. C'est assez cher et vous êtes prisonnier d'une marque parce que quand vous faites un choix, ben souvent c'est propriétaire d'une marque. Alors, pour créer des bus, vous avez plusieurs façons de faire. Donc, vous avez le premier qui est topologie en anneau, le second topologie en arbre. Cela, vous les retrouverez peut-être, mais pas souvent. Par contre, la topologie en étoile et la topologie en bus, c'est là que vous les allez rencontrer les plus souvent. Donc, les bus de terrain, vous allez les risquer de les rencontrer souvent en bus, en topologie bus, pardon. Alors que la topologie en étoile, vous la rencontrerez plus pour tout ce qui est Ethernet, Avec un inconvénient majeur, c'est que le hub, s'il est HS, ben, vous n'avez plus du tout de réseau ni de bus. Bien, alors pour la communication, pour pouvoir s'assurer que la transmission des données se fasse dans d'excellentes conditions pour la fiabilité, eh bien, vous allez avoir deux modèles. Le premier modèle, c'est le modèle maître-esclave. Donc un maître qui communique aux esclaves et qui pose des questions, et des esclaves qui ne répondent que si on leur pose la question. Donc ils ne peuvent communiquer que par autorisation. Alors le deuxième modèle, ce sera plutôt un modèle à jetons. La station qui veut émettre doit avoir un jeton. Donc par exemple ici la station numéro 1 a un jeton, elle peut communiquer. Et quand elle a terminé, elle passe le jeton à la station numéro 2 qui lui, celle-là permet d'échanger aussi quand c'est son tour. Alors, on va rencontrer un certain nombre de type de bus, suivant le niveau où vous êtes. Donc au niveau du terrain, vous rencontrerez au niveau du terrain tout ce qui est capteur et actionneur. On appelle ça un bus de bas niveau. Ensuite, tout ce qui est contrôle, coordination et supervision, c'est plutôt un bus de terrain. Bon, on mélange souvent les deux. Et enfin, vous avez un réseau local basé sur Ethernet avec des adresses IP. Bon, c'est toute l'usine. Vous retrouverez aussi sur le document que je viens de vous montrer les différents noms de ce qu'on pourrait avoir. Alors nous, on a souvent du bus ASI, du mode bus, du bus CAN Open, du Profibus, et puis vous aurez du Ethernet TCP/IP, donc un peu moins pour tout ce qui est capteur. Donc souvent, on retrouve deux bus. Donc l'ASI pour les capteurs et l'Ethernet TCP/IP ou alors du Profibus. Donc ce sont des systèmes assez classiques. On commence d'abord par le réseau ASI. Donc pour rappel, avant, pour câbler chaque appareil, eh bien, on avait un câblage en parallèle et donc on avait un câble par capteur ou actionneur. Avec le bus, vous n'avez plus que le câble, qui est en jaune ici, et vous placez un certain nombre d'esclaves et de maîtres. Donc l'esclave, il y a une espèce de boîte qui permet en fait de pouvoir insérer un certain nombre aussi de capteurs. Donc vous avez la structure en haut à droite, le maître avec son alim, il ne faut pas l'oublier, puis vous avez tous les esclaves et la manière dont vous pouvez gérer ce type de bus. Pour le câblage, vous voyez en bas à droite, c'est un câble jaune, et puis avec des picots, vous serrez, les picots rentrent dedans et ça fait contact. D'accord? Et vous avez le module d'alim.
Ça sera maximum pour 100 mètres, hein, on peut pas aller trop loin. La communication se fera de manière maître-esclave. Vous êtes quand même limité à 32 appareils, donc 31 esclaves avec un seul maître, et puis il vous faut des câbles spécifiques qui sont pas donnés. Vous retrouvez aussi le réseau bus CAN, CAN Open. Donc ça c'est quelque chose qui a été inventé pour les voitures, et on le retrouve encore maintenant. C'est très rapide, c'est fiable, il y a un détecteur d'erreur, et en plus il y a la gestion des priorités. Donc ça veut dire que si vous appuyez sur la pédale de frein et que vous mettez le clignotant, bien sûr la pédale de frein sera prioritaire et son message passera avant tout le monde. Vous retrouverez le CAN Open un peu partout, par exemple sur le DPX vous en avez, mais aussi sur les robots. Le bus Profibus DP, c'est de chez Siemens. Alors ça c'est très propriétaire de chez Siemens. L'avantage c'est que c'est assez fiable, hein. Moi alors par contre c'est cher puisque la dock est payante et vous devez acheter du Siemens, ce qui n'est pas donné. C'est souvent un câble vert, vous retrouverez un câble vert et puis vous êtes toujours sur la configuration d'une communication maître-esclave. Alors vous pouvez aller plus ou moins vite, mais si vous allez très vite, vous pourrez pas aller loin. Donc vous êtes limité en distance, mais si vous allez moins vite, la distance peut être plus importante. Donc on retrouve un peu tout ça dans le matériel Siemens. Le Modbus, bon c'est non propriétaire parce que c'est vieux, c'est de chez Modicom. Alors vous avez plusieurs types de Modbus, hein. Il y a le Modbus Ethernet TCP/IP, vous avez le Modbus sur S232, bon c'est très rare, hein, c'est vieux, et le Modbus sur RS485 en Modbus. La RS485 est une liaison série dite différentielle que j'expliquerai un peu plus tard. Et puis vous avez le Modbus Plus qu'on voit rarement. Alors tout est en maître-esclave sauf le Modbus Plus hein, qui est plutôt producteur-consommateur. Hein, donc producteur envoie des données au consommateur. Et voilà, donc c'est juste pour avoir un échange d'une manière particulière. Alors c'est fiable et puis c'est simple à mettre en œuvre. En dernier, vous avez l'Ethernet TCP/IP. Alors TCP, Transport Control Protocol, IP, Internet Protocol. Donc vous avez des variantes, hein, le Modbus TCP, le Profinet, l'Ethernet IP. Donc ça utilise le matériel qu'on a l'habitude de voir au niveau des réseaux. Sont les réseaux Ethernet, hein, donc les câbles Ethernet avec des boîtes sur lesquelles vous branchez tout ça, hein, donc des hubs, des switches ou des routeurs. Alors les bus sont toujours en étoile. Donc c'est une configuration en étoile, hein. Donc on a vu que si l'appareil était hors service, il n'y avait plus de réseau du tout. On est limité à 100 mètres maximum, c'est assez cher à mettre en place, hein, mais ça commence à devenir intéressant et les connaissances des réseaux permettent de bien maîtriser tous les bus faits de cette manière-là. Alors les données peuvent être fournies en mode bus et puis on habille ce mode bus par des données supplémentaires pour qu'elles soient compatibles avec Ethernet, hein. On appelle ça l'encapsulation. Alors, dans le sujet de Métropole 2018, on vous demande de donner la topologie des réseaux Ethernet et un bus Profibus. Alors si vous regardez, vous avez un switch. Donc le switch, c'est ce que j'utiliserai pour Ethernet. Et vous avez des départs. Donc ça, c'est plutôt en étoile. Enfin, vous arrivez ici, vous êtes sur le bus Profibus et vous voyez que vous avez une espèce de guirlande, hein. Ils sont tous à la queue leu-leu. Et bien là, vous avez une configuration, une topologie dite de bus. Hein. Donc là, c'est du Siemens à cause du Profibus. Donc là, je vous invite à faire le sujet en Métropole 2018. Un autre sujet, c'est le Polynésie 2019 que je vous conseille vivement de faire. Il y a plein de choses qui sont pas mal faites et expliquées dans le corrigé. Donc vous avez une administration avec un serveur supervision qui communique avec un pôle production et puis un chopper. Donc vous avez deux réseaux. Vous avez le réseau Ethernet et puis vous avez le réseau CAN Open que vous retrouvez en bas avec les variateurs de vitesse. Le bus du réseau, si vous regardez le routeur, il y en a un qui part à droite, deux en bas, donc ça ressemble à une étoile. Donc c'est une topologie en étoile. Et un peu plus bas, vous retrouverez une topologie en bus CAN Open, hein, puisque c'est à la queue leu-leu, la fameuse guirlande. Alors, ce sujet est intéressant parce qu'il montre aussi deux petites choses. On va peut-être s'intéresser aux adressages IP.
c'est l'occasion d'en parler. Alors si vous regardez le routeur, vous avez une adresse 192.168.1.126/25. Je vous rappelle que le /25 correspond à un réseau. Alors 192.168.1, c'est normalement l'adresse du réseau, mais ça c'est quand on a une adresse de classe C, c'est-à-dire un /24, ou alors 250, un masque dont le chiffre c'est 255, 255, 255, 0. Là on a 255, 255, 255, 128 à cause du numéro 25. Donc si j'agrandis un petit peu la zone, donc le routeur vous l'avez ici, vous avez la supervision qui permet de communiquer, puis après deux systèmes. Donc à première vue, c'est des adresses de classe C, l'adresse privée. On devrait pouvoir communiquer, mais méfiance, dès l'instant où vous voyez un masque différent de 8, 16 ou 24, il se peut que vous ayez affaire à des sous-réseaux. Donc je rappelle que le masque, quand il fait /25, ça nous donne 25 zéros. Donc si on met tous les 1 et qu'on vient faire les calculs en décimales, on retrouve donc bien le fameux 255, 255, 255, 128. Donc il y a un sous-réseau. Il y a un sous-réseau. Et donc pour voir si une machine communique avec une autre, il est intéressant d'appliquer le masque de sous-réseau. Donc je vais le faire. Donc je prends l'adresse 192.168.1.140. Donc je le mets en binaire. Je prends le masque 255, 255, 255, 128 et j'applique le masque, donc avec un « et ». Et je m'aperçois que lorsque je repasse en décimale, j'ai l'adresse du réseau 192.168.1.128. Je me doutais un petit peu de la réponse à cause du /25. Je reprends l'adresse 192.168.1.126. Donc je le traduis en binaire, je remets le masque 255, 255, 255, 128. J'applique le masque et je retrouve un réseau avec des zéros à la fin, c'est-à-dire 192, 168, 1, 0. En conclusion, ils n'ont pas le même réseau. Ces deux adresses ne peuvent pas communiquer. D'accord? Ça, c'est important. Donc, vous utilisez les masques, vous les appliquez et vous vérifiez si le numéro de réseau est identique. Si c'est le cas, ça communique. Si c'est pas le cas, ça communique pas. Donc là, normalement, c'est deux réseaux indépendants. Alors, par contre, si on veut les faire communiquer, il va falloir un routeur. Le routeur aura un pied dans chaque réseau et sous-réseau et permettra les connexions. Et c'est le cas, puisque si vous regardez le zoom que j'ai fait en bas à droite, vous avez le routeur qui existe. Ce routeur a un pied un peu dans chacun des réseaux, ce qui permet la communication. Mais tout le travail qui était demandé, c'était d'abord de dire que ça appartenait pas au même réseau, et après dire que le routeur servait justement à faire des connexions. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la liaison différentielle. Vous aurez des questions dessus, sur le sujet de Polynésie 2019. Donc, il vous donne une doc, la doc DT16 du sujet Polynésie 2019. Donc, le sujet E42 de l'année dernière, de Polynésie. Et il vous parle du réseau Canopen. Il vous parle d'un câble à paire torsadée. D'accord, vous voyez en bas à droite une paire torsadée, deux fils que vous torsadez. Et on vous parle d'une liaison différentielle. Donc ça, je vais expliquer. On vous parle aussi de résistance de 120 ohms. Donc si vous regardez la représentation graphique de l'architecture du Canopen générique qui se trouve ici, un nœud correspond à une machine ou un groupe de machines que je vais connecter sur le réseau. Je retrouve LT à gauche et LT à droite qui correspond à deux résistances de 120 ohms. Et puis j'ai CAN H et CAN L, height, low. Et puis le GND qui correspond à la masse. Alors, le CAN H et le CAN O. Quand je veux injecter un signal, je vais ainsi injecter un signal positif ici et négatif là. Le positif, ça sera le CAN H et le négatif, ça sera le CAN L. Ça peut être l'inverse. Et le but, c'est de transmettre et à la réception d'en faire la différence. L'avantage, par exemple, si j'ai un moteur électrique qui est très polluant et qui vient perturber mon signal électrique. Les deux signaux, les deux fils vont être perturbés de la même manière. Mais à la fin, comme je fais une soustraction, eh bien, ce que j'ai ajouté dans un fil et dans l'autre, je les soustrais et je finis par retrouver le signal d'origine. Donc là, par exemple, j'avais 1 volt, je suis passé à 1,5 à cause du bruit.
Là, j'avais -1, je suis passé à -0,5, toujours à cause du bruit. Et quand je refais la soustraction, je retrouve le signal de base. Donc c'est pour ça qu'on aime bien utiliser des câbles donc croisés pour pouvoir bien gérer ces problèmes de compatibilité électromagnétique. Et en même temps, de faire la différence, hein, donc de faire un signal différentiel afin que lorsqu'il y a une perturbation, et vu que c'est pris par les deux fils, eh bien on fait la différence, ça disparaît. Alors un petit mot sur les deux petites résistances de 120 ohms. On demande de savoir pourquoi dans le sujet y a-t-il des résistances, hein. Donc si je mets pas de résistance du tout, là j'ai le bus qui est non fermé par les résistances, ben je regarde, j'ai du mal à savoir où est le 0 et où est le 1. Hein, donc où est le signal haut et où est le signal bas. Quand je commence à mettre des résistances, je commence à apercevoir que le signal est pas trop mal. D'accord. Et quand je mets les bonnes résistances de 120 ohms, ben j'ai un signal parfait. Donc ça c'est une théorie, hein, la théorie des télégraphistes. Ça veut dire tout simplement que le transfert des signaux se passe bien dès l'instant où on a fait une adaptation des impédances grâce aux deux résistances. Donc ça c'est une théorie que vous verrez bien plus tard. Elles doivent par contre être bien mis en bout de ligne, ça veut dire au début de l'émission et à la fin de du dernier composant. Donc le dernier composant qui est branché au bout de ligne, il doit avoir sa résistance. Alors ces résistances, c'est soit on les met physiquement, ou soit elles existent déjà au sein des matériaux, hein, donc par exemple des variateurs de vitesse, mais parfois il faut le configurer, c'est-à-dire que vous avez un petit bouton que vous bougez, soit sur on, et à ce moment-là ça met la résistance de 120 ohms, soit vous mettez sur off, il n'y a pas de résistance de 120 ohms. Dans le sujet 2019, c'est justement ce qu'ils vous posent comme question, c'est qu'ils avaient un variateur de vitesse en plus qu'ils ont rajouté en bout de ligne. Donc ils vous demandent de le configurer, en fait il faut penser à mettre sur on la résistance et sur off la résistance, mais de l'autre variateur qui n'est plus en bout de ligne. Donc voilà, donc c'est juste une adaptation. Et il vous demande aussi de mesurer les deux résistances. Les deux résistances, si vous regardez, si je me mets là en ohmmètre entre canne H et canne L, deux résistances de 120 ohms en parallèle, ça donne 60 ohms. Donc c'est pas trop mal. Donc là je vous invite vraiment à faire le sujet de Polynésie 2019. Il y a beaucoup de notions qui sont intéressantes à faire. Il est très formateur et puis avec ce que j'ai fait là avec vous, vous devriez être capable de répondre à pas mal de questions. Bien.